Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Merci d'être avec nous pour ce numéro de Ça nous concerne, préparé pour vous par l'ensemble de la rédaction de Maïcha TV. 130 millions de femmes l'ont subi dans le monde, principalement en Afrique, et 2 millions de fillettes en seront victimes chaque année si rien n'est fait. Défendue par certaines cultures, combattue par d'autres, l'excision, car c'est d'elle qu'il s'agit aujourd'hui, est source de bon nombre de problèmes physique, psychologique, mais surtout gynécologique. Pour en parler aujourd'hui, nous serons accompagnés du docteur Moustapha Touré, qui est gynécologue obstétricien, mais aussi chef de service gynécologie à l'hôpital du Mali et aussi maître assistant en gynécologie obstétrique à la faculté de médecine de l'hôpital de Bamako. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors dites-moi, je suis en deçà ou en dessous des chiffres concernant les victimes de l'excision? Oui, vous êtes dans les limites. Effectivement, environ 130 millions ont subi la pratique, 2 millions le subissent chaque année. Oui. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes bien sur Maïcha TV et vous suivez l'émission Ça nous concerne. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'excision. Vous pouvez participer à cette émission, elle vous concerne. Vous pouvez nous laisser vos questions sur les www.facebook.com/Maïcha Télévision. Professeur, avant de continuer, nous allons suivre ensemble le témoignage d'une femme victime de l'excision. J'ai été excisée à l'âge de 2 ans. Je me souviens un tout petit peu de comment ça s'est passé. J'étais allée en vacances chez ma grand-mère dans un petit village pour qu'elle s'occupe de moi. Et il n'y avait ni mon père ni ma mère. Et il y a des femmes qui étaient en train d'exciser leur fille. Et comme ma grand-mère était amie avec ces dames-là, elle a décidé d'exciser sa petite fille qui était moi. On nous a dit à toutes les petites filles qu'il y aura une fête dans le village voisin, dans la nuit. Et on nous a donné des tenues qui étaient de longue robe. On nous a donné ça à nous toutes. Et on nous a dit qu'il y aurait une fête dans le village voisin. Donc ma grand-mère m'avait préparé, on a dit que nous, on allait aller dans le village voisin pour la fête qui allait se passer là-bas. Donc on est allé au village et toute la journée, on a passé toute la journée à danser, à faire la musique, puis il y avait à manger. On était toutes contentes parce qu'on passait tout notre temps à jouer, tout ça. Et c'est dans la nuit que j'entendais des cris. Mais pour moi, c'était encore des amusements. Et comme j'étais couchée à côté de ma grand-mère, moi, je dormais. Je vous ai dit, j'étais très jeune. J'étais couchée, mais j'entendais des cris, mais des cris différents. Et quand mon tour est arrivé, c'est ma grand-mère même qui m'a pris et qui m'a envoyé. C'est dans une toilette. On nous envoie. Il y a une vieille dame qui est là-bas, qui, quand tu arrives, on t'attrape. C'est ma grand-mère qui m'a attrapé, m'a fait asseoir sur ses pieds et m'a écarté les jambes parce que je ne savais pas ce que c'était réellement. Donc j'étais très tranquille et ça s'est passé. On m'a coupé, c'est qu'on devait me couper. Et on m'a fait ressortir de là et on m'a emmené dans la chambre là où j'étais. Elle a une peau noire qu'on nous met quand elle finit. Quand elle finit, elle te remet ça devant. Et on nous a amenés chacune dans nos chambres. Et je suis restée avec ma grand-mère. J'ai saigné toute la nuit. Et tout le matin, ils ont fait venir mes parents. Et on m'a envoyé à l'hôpital, à Abidjan. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit aux médecins. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il paraît que je suis restée inconsciente pendant 1 semaine. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Sans mentir, oui. Elle est morte, mais je n'ai jamais pardonné ça. Parce que c'est comme si elle m'avait coupé un pied ou une main. Je me sens un peu handicapée. Je ne me sens pas comme les autres femmes. Aujourd'hui, votre partenaire sexuel, est-ce qu'il se plaint? Est-ce qu'il est satisfait de vos relations? Non, il ne se plaint pas. Il me dit souvent que c'est difficile de faire l'amour avec moi. C'est tout. Mais il se... Car au début c'était difficile, mais maintenant il comprend,
s'est dit que je suis comme ça, c'est pas de ma faute. Je n'ai jamais expliqué. C'est au fil du temps qu'il a su que j'ai été excisée. Sinon, on n'a jamais vraiment parlé de ça. C'est après qu'il a remarqué. Au début, il ne faisait pas attention. Mais après, il a remarqué. Et il m'a demandé, j'ai dit oui, mais on ne s'est jamais assis pour vraiment parler de ça. C'est la première fois même que je parle de ça. Pour moi, je suis handicapée. C'est comme si on m'avait coupé un pied, comme je vous l'ai dit là. C'est parce que je ne veux pas vous montrer comment ça cicatrisé. Sinon, moi, j'ai rien dans le vagin. J'ai seulement là où je dois faire pipi et là où je dois avoir des rapports sexuels. Après ça, j'ai rien d'autre dans le vagin. L'appel que je peux leur lancer, c'est d'arrêter de ne plus. C'est d'arrêter et de ne plus exciser les filles parce que une femme excisée pour moi, c'est pas une femme. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas une femme. Et puis, il y a trop d'inconvénients. Il faut qu'elle comprenne qu'il y a la tradition, mais il y a aussi la santé, il y a le bien-être, et puis il y a ce que ça peut donner comme conséquence après. Il faut qu'on arrête tout ça. Alors, docteur, dites-nous vos impressions après ce témoignage. Merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur un sujet aussi capital que constitue la mutilation génitale féminine, appelée excision au Mali, qui pose de grands problèmes de par le monde. Le témoignage de cette demoiselle retrace réellement la situation de l'excision au Mali et en Afrique. Elle a parlé dans son témoignage, elle a frôlé les complications de l'excision, elle a frôlé aussi son vécu, et la personne qui l'amène, c'est vraiment ça. Elle a placé l'excision dans le contexte, comment elle est vécue dans notre société. On aura l'occasion d'en parler plus profondément plus tard. Elle disait dans son témoignage que elle considère qu'elle a été elle est handicapée aujourd'hui, elle n'a plus rien. Est-ce qu'il existe plusieurs types d'excision? Effectivement, il existe plusieurs types d'excision. Cette classification a été faite par l'Organisation mondiale de la santé et en fonction de la gravité, en fonction de l'étendue des lésions, l'excision peut être classée en 4 types. D'accord. Lesquelles et puis quelles sont les spécificités de chaque type d'excision? Ok. Et pour faire le simple, l'appareil génital de la femme, on peut diviser grosso modo en 2 parties. D'accord. Il y a la partie externe, ce qu'on voit, et la partie interne, ce qu'on ne voit pas. L'excision touche la partie externe. Donc c'est l'ablation de cette partie externe-là, en totalité ou bien partiellement. Donc c'est ce qui constitue l'excision, pour faire très simple. Donc il existe 4 types. Le premier type, c'est qu'on enlève seulement le clitoris, en partie ou en totalité. D'accord. Le deuxième type, l'atteinte touche les lèvres, les petites lèvres. Donc le troisième type, ça touche les petites lèvres, les grandes lèvres, et ça s'accompagne de fermeture, de suture de l'orifice vaginal. Ce qui signifie qu'elle n'arrive plus à aller à faire pipi et tout ça? On en viendra avec les conséquences. Effectivement, avec la suture, vous comprendrez qu'il n'y a qu'un petit trou, un petit orifice, avec lequel les sangs des règles peuvent s'écouler, ou bien les urines peuvent s'écouler. Ça, c'est le troisième type qu'on appelle aussi infibulation. Ensuite, il y a le quatrième type, qu'on voit surtout en Afrique de l'Est, qui constitue, si je peux m'exprimer ainsi, à des blessures de l'appareil génital par différentes substances, par des substances corrosives, par des épines, par des étirements. Donc ça, c'est le quatrième type d'excision. Donc en fait, voilà les 4 types sommairement de la pratique de l'excision. D'accord, ok. Donc ce que la jeune dame qui a témoigné, l'excision qu'elle a subie, c'est l'infibulation dont vous avez parlé tout à l'heure. À écouter son témoignage, tout laisse à croire qu'elle a une fermeture de l'orifice vaginal. Donc ça va vers le type 3.
parce qu'elle a témoigné qu'elle a des difficultés lors des rapports sexuels. Pour avoir des difficultés lors des rapports sexuels, ce qui veut dire qu'il y a une fermeture de l'orifice vaginal, et ça c'est le type 3. Et classiquement, on parle de suture de l'orifice vaginal. Et au Mali, on constate que cette fermeture peut se faire sans suture. C'est en faisant l'excision type 2, on enlève les parties génitales et avec la cicatrisation, ça se colle et ça donne une fermeture authentique. C'est comme si on a fait une suture. Donc probablement, elle a eu une infibulation, ce qui dénote un peu les douleurs auxquelles elle fait allusion. Quelles sont les conséquences de l'excision sur les femmes? Les conséquences gynécologiques d'abord. Les conséquences de l'excision sont multiples et variées. On peut les classer sommairement en complications immédiates, c'est-à-dire les complications que l'on voit immédiatement après l'excision, au premier rang desquelles nous avons l'hémorragie, parce qu'elle a tantôt signalé qu'elle a saigné et elle a perdu connaissance. L'appareil génital est une partie très vascularisée. À cause de cela, l'hémorragie est assez fréquente. Donc en faisant l'excision, on coupe les vaisseaux sanguins et l'hémorragie s'ensuit. Et si on ne maîtrise pas, malheureusement, la patiente peut perdre la vie. Après l'hémorragie, nous avons aussi la douleur, parce que c'est une pratique qui s'est faite sans anesthésie. Effectivement. Donc on sait que la douleur, quand ça atteint un certain seuil, ça peut entraîner la mort par arrêt cardiaque. Donc après cette douleur, nous avons aussi l'infection, parce que les instruments utilisés pour la pratique de l'excision, ce ne sont pas des instruments propres. Donc de là, on peut voir vraiment des problèmes d'infection immédiate au cours de la pratique de l'excision. Et on peut voir également des rétentions d'urine, parce que la personne avec la plaie vive, la patiente se retient pour uriner, donc il y a une rétention d'urine, et cette rétention d'urine peut aussi être source d'infection. Voilà en gros quelques complications immédiates que l'on peut voir, mais il y a aussi les complications tardives. Et malheureusement, souvent, les communautés ne font pas le lien entre la pratique de l'excision et ces complications qui peuvent survenir des années, voire des dizaines d'années plus tard. Nous citerons entre autres encore ces mêmes infections. Donc ces infections peuvent être chroniques et peuvent entraîner la stérilité de la femme. L'infection peut monter au niveau des voies génitales internes, et puis ça peut aller au niveau des trompes, et malheureusement ça peut boucher les trompes, permettez-moi l'expression, et entraîner la stérilité. On peut avoir également des kystes au niveau de la vulve. On peut avoir également des kéloïdes qui peuvent vraiment boucher même l'orifice vaginal. Mais je vais surtout m'appesantir sur les complications au moment de l'accouchement. Au moment de l'accouchement, l'orifice étant plus ou moins réduite, la tête de l'enfant ne peut pas sortir normalement, comme chez une personne qui n'est pas excisée, parce que normalement au moment de l'accouchement, le vagin, la vulve, c'est élastique et la tête de l'enfant peut sortir tranquillement. Avec l'excision, donc il y a une cicatrisation, ou bien même il y a une fermeture par une réduction de cet orifice, et la tête de l'enfant peut être bloquée. Donc l'excision peut diminuer l'élasticité du vagin. Toute cicatrice entraîne une diminution de l'élasticité de la partie du corps concernée. Donc si c'est au niveau du vagin, avec l'excision, il y a une perte d'élasticité, et de surcroît, s'il y a une fermeture par l'excision type 3, la tête de l'enfant peut être bloquée et ça ne peut pas sortir. Donc l'enfant peut, dans ce cas, être victime de souffrance, parce qu'il ne peut pas sortir dans le délai pendant lequel il doit sortir. Donc la tête de l'enfant est bloquée, il y a une souffrance fétale et l'enfant peut décéder. C'est très difficile. Malheureusement aussi, quelquefois aussi, il peut avoir... l'enfant peut sortir en force, puisqu'il y a une perte d'élasticité, et ça peut entraîner une déchirure atroce de toutes les parties génitales de la femme, et c'est des cas que l'on voit souvent, et malheureusement qui peuvent se terminer par des décès, effectivement. Autant chez la mère que chez l'enfant. Autant chez la mère que chez l'enfant. Et souvent, cette souffrance fétale aussi peut entraîner des séquelles au niveau cérébral de l'enfant,
et ça peut donner des déficiences mentales. Et l'enfant peut naître, mais il ne joue pas de toutes ses facultés parce qu'il a souffert au moment de l'accouchement, il n'a pas eu suffisamment d'oxygène et il peut être débile mental. Voilà quelques exemples qui peuvent être dus à l'excision en termes de complications tardives. Merci beaucoup, professeur. On le remarque, les conséquences sont nombreuses et même tragiques. Donc, il faudrait faire attention, je pense, à ce genre de pratique. Je crois qu'on a un appel d'un de nos téléspectateurs. Allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour, madame. J'aimerais savoir, après avoir été excisée, comment une femme peut avoir encore accès au plaisir? Merci beaucoup. Alors, docteur, est-ce qu'il est possible même d'avoir encore du plaisir après une excision? Ça dépend des femmes parce que il y a plusieurs zones de plaisir chez la femme. Il y a des femmes où le plaisir est concentré au niveau du clitoris, mais il y a d'autres zones érogènes chez d'autres femmes. Donc, chez certaines femmes, effectivement, après avoir subi l'ablation du clitoris, la sensibilité peut être très diminuée. Et je pense qu'en pareil cas, il faut échanger avec les professionnels qui s'occupent de la question pour essayer de vous expliquer, pour vous sensibiliser, pour vous expliquer toute la situation dans laquelle vous vivez. Et je pense que ça peut vous aider un peu à comprendre le phénomène et à accepter le phénomène pour entraîner un certain déblocage à votre niveau. Donc vous confirmez qu'une femme qui a été excisée a difficilement du plaisir lorsqu'elle a des relations sexuelles? Chez beaucoup de femmes, on note la baisse de la sensibilité chez les femmes. Ce n'est pas systématiquement chez toutes les femmes, mais de plus en plus, certaines femmes viennent nous dire qu'elles ne sentent pas le plaisir sexuel, qu'elles ont tel ou tel problème qui peut être lié au fait qu'elles soient excisées, mais ce n'est pas l'ensemble des femmes excisées qui nous signalent ce phénomène. Ok. Alors, docteur Moustapha Touré, vous êtes aussi auteur d'un livre sur l'excision. Oui. Donc, vous avez eu à rencontrer beaucoup de femmes excisées, beaucoup d'exciseuses. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce qui motive ces femmes-là à pratiquer l'excision? Les raisons évoquées pour faire l'excision au Mali et un peu partout en Afrique sont multiples et variées. Au début, c'était un rite d'initiation, de passage de la période de fillette et d'adolescente à la période de femme mûre. Donc c'était un rite de passage et on peut voir que maintenant ce rite de passage n'a plus sa valeur parce qu'on fait l'excision une semaine, un mois, 2 mois. Donc qu'est-ce qu'on peut apprendre à ces nouveau-nés? Donc ce rite de passage, cette première raison n'a plus sa valeur d'être. Et une des raisons fondamentales aussi qu'on évoque actuellement, c'est la maîtrise de la sexualité de la femme. Les communautés pensent que quand on fait de l'excision, on va maîtriser la sexualité de la femme, on va empêcher qu'elle aille sur la voie de la débauche, permettez-moi le terme, mais cela aussi ne se justifie pas. Parce que c'est l'éducation qui est à la base de la bonne conduite. Donc, vous voyez, les raisons évoquées aussi ne tiennent pas la route, si je peux m'exprimer ainsi. Effectivement. Mais surtout, c'est surtout un problème socio-culturel, un problème de conformisme. On fait l'excision parce que les autres le font. La société le fait, je me conforme à la société. Donc, c'est un problème de conformisme qui entraîne une large part de la population à suivre la pratique de l'excision. Et il ne faut pas oublier également qu'il y a des justifications religieuses. Beaucoup de nos communautés pratiquent l'excision parce qu'ils font référence à l'islam pour la pratiquer. Ok, docteur, je ne vous interromps pas. On a un second appel. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, madame. C'est Maïcha? Oui, vous êtes bien sur Maïcha TV. Alors, je voudrais bien participer à votre émission. Allez-y, vous êtes en direct. Il n'existe aucun texte religieux qui prescrit cette pratique. Alors, pourquoi donc ça persiste, vu que ça n'existe ni dans la Bible, ni dans le Coran?
Merci. Merci à vous, madame. Alors, docteur, elle vous a un peu emboîté. Oui, vous étiez en train d'en parler tout à l'heure. Tout à fait. Et moi, je suis médecin. Et je voudrais me contenter sur l'aspect purement médical. Médical, d'accord. Je suis un praticien, mais certains le font parce qu'ils pensent que c'est la religion qui dicte. Je pense qu'en faisant des missions de sensibilisation au niveau de ces communautés pour voir la vérité avec certains leaders religieux qui sont d'accord avec ce que vous venez de dire, pour expliquer aux communautés tel ou tel aspect de la pratique par rapport aux textes religieux, je pense que ça c'est la mission des ONG, des associations et tous les leaders qui sont contre la pratique pour apporter le maximum d'informations aux communautés pour les faire comprendre la place réelle des textes religieux par rapport à l'excision. Je pense que cela serait d'un atout considérable pour la compréhension du phénomène d'une façon générale. Est-ce qu'il est arrivé que certaines femmes évoquent cet aspect religieux pour pratiquer l'excision? Oui, c'est l'une des raisons fondamentales, je dirais aussi. Beaucoup de gens font référence à la pratique des textes religieux pour justifier la pratique de l'excision. Effectivement, dans notre communauté, comme dans beaucoup de pays de la sous-région, on a voyagé un peu, on a vu, c'est vraiment des justifications sur lesquelles les gens se parlent. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup de pays musulmans qui ne pratiquent pas l'excision. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important à signaler. Je pense qu'on ne fait pas l'excision en Arabie Saoudite, au Koweït, des pays comme ça, il ne faut pas. Bon, il y a d'autres pays musulmans aussi qui le font. Mais il y a d'autres pays musulmans de référence, comme l'Arabie Saoudite, le Koweït et d'autres pays qui ne le font pas. Donc vraiment, c'est une question qui mérite vraiment à être bien étudiée. D'accord. Je crois que nous avons un troisième appel. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, madame. Maïcha TV? Oui, vous êtes bien sur Maïcha. Je m'appelle Madame Rion, je vous appelle de Paris. Oui. Je voudrais savoir si les femmes malades après l'excision ont une prise en charge là-bas en Afrique. Merci beaucoup, madame. Alors, docteur, est-ce qu'elles ont une prise en charge, ces femmes-là? Et merci, madame, de votre appel. Et les autorités du département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et de la santé se sont engagées depuis plusieurs années à assurer la prise en charge des patientes victimes des complications de l'excision par la mise à disposition gratuite de médicaments à travers l'UNFPA, Bureau du Mali, pour assurer la prise en charge des complications de l'excision. Donc, pour être court, oui, le gouvernement nous aide à assurer la prise en charge des femmes souffrant des complications de l'excision par le bureau de l'UNFPA de Bamako. D'accord, merci. Vous parlez de Bamako, mais est-ce qu'il existe aussi des prises en charge dans d'autres pays africains, par exemple, où l'excision se pratique? Pour les autres pays, je ne suis pas au courant de ce que les autorités font pour la prise en charge des complications de l'excision. Vraiment, je ne peux pas confirmer cela. Mais au Mali, le département de la santé et la femme, avec l'UNFPA, le bureau du Mali, assure la prise en charge des complications de l'excision par la mise à disposition des médicaments. C'est ce que je peux dire. Et ça se fait même au jour d'aujourd'hui, ça se fait. Même demain, si vous avez quelqu'un qui a des problèmes, vous l'envoyez, la prise en charge est assurée gratuitement. D'accord. Alors, professeur, est-ce qu'il existe des textes contre l'excision? Est-ce qu'il y a des lois qui empêchent les femmes de pratiquer l'excision? Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de texte spécifique contre la pratique de l'excision au Mali. C'est ce que je peux dire. Beaucoup de gens nous ont fait part de leur désir, de leur vœu de voir une loi contre la pratique de l'excision. Ça fait son chemin, mais beaucoup de personnes, d'acteurs impliqués sont vraiment en faveur d'une prise de loi. Mais au jour d'aujourd'hui, la loi n'est pas encore en vigueur en République du Mali. D'accord. Et cette loi existe dans d'autres pays? Dans d'autres pays, au Sénégal, au Burkina Faso, pour ne pas citer que cela, il y a des lois contre la pratique de l'excision. Et au Mali, il n'y a pas encore de loi contre la pratique de l'excision. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Merci. Alors, une dernière question. Quels sont vos conseils
à ces femmes qui ont déjà subi l'excision? Quels sont les conseils que vous pourrez leur donner pour essayer d'avoir une vie normale, et des conseils aussi aux personnes qui continuent de pratiquer l'excision? Moi, je dirais que l'excision ne doit pas être source vraiment de divergence au sein de la communauté. L'excision doit être vue comme un problème de santé, de mon point de vue. Et sous cet angle, je pense que les communautés doivent savoir que, en tant que pratique traditionnelle, elle engendre de multiples complications qui sont nocives à la santé de la mère et de l'enfant. Et sous cet angle, nous souhaiterons bien entendu qu'on puisse vraiment comprendre sous cet angle et abandonner la pratique de l'excision du point de vue médical. Et je pense que je salue vraiment les ONG associations qui œuvrent dans ce sens pour apporter l'information au sein de nos communautés, dans les plus petits villages, pour donner une compréhension, une large compréhension du phénomène. Parce que quand tu comprends quelque chose, avec les enjeux que cela puisse engendrer, tu es plus apte, tu es plus réceptif à arrêter, parce que tu as arrêté parce que tu connais pourquoi tu arrêtes. Et je pense que le travail des ONG, associations, du programme national de lutte contre l'excision doivent être encouragés pour que l'information puisse encore aller en profondeur pour une meilleure compréhension des enjeux de la pratique. Merci Dr Touré pour votre participation à cette émission. Nous sommes donc au terme de Ça nous concerne aujourd'hui. Vous qui nous avez suivis, le sujet c'était l'excision, un sujet très douloureux, un sujet tabou dans certaines communautés, mais il fallait qu'on en parle. Excusez-nous si nous avons choqué certaines sensibilités, mais il fallait qu'on en parle. Alors, Ça nous concerne aujourd'hui, c'est terminé. Rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. D'ici là, restez sur Maïcha TV, les programmes continuent. Bye bye.